Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donald Trump et Vladimir Poutine seront en face à face le 15 août prochain à Anchorage en Alaska. En marge de ce sommet très attendu, J.D. Vance, le vice-président américain, a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Selon lui, Washington en a fini avec le financement de la guerre en Ukraine et qu'il souhaite parvenir à un règlement de ce conflit. Ce que nous avons dit aux Européens, c'est simplement que, tout d'abord, c'est dans votre coin de pays, c'est par ta porte de derrière. Vous devez vous lever et jouer un plus grand rôle dans cette affaire. Et si vous vous souciez tellement de ce conflit, vous devriez être prêt à jouer un rôle plus direct et un moyen plus substantiel de financer cette guerre vous-même. Je pense que le président, et je pense certainement que l'Amérique, nous en avons fini avec le financement de l'entreprise de guerre en Ukraine. Nous voulons parvenir à un règlement pacifique de cette affaire. Nous voulons arrêter le massacre. Mais les Américains, je pense, en ont marre de continuer à envoyer leur argent, leurs impôts, à ce conflit particulier. Mais si les Européens veulent intensifier et en fait acheter les armes auprès de producteurs américains, nous sommes d'accord avec ça, mais nous n'allons plus le financer nous-mêmes. Au micro de Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler et Laurent Braillard, journalistes français dans le Donbass, nous ont partagé leurs analyses de la rencontre à venir entre le président russe et le président américain en Alaska. Allô Bertrand, comment vas-tu? Salut Anthony, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu es disponible tout de suite pour parler des négociations Russie-États-Unis en Alaska? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est parti. Je mets le magnéto en route et on attaque. Ah, il veut pas. Voilà, ça y est. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que Trump veut stopper le financement américain du conflit en Ukraine et vouloir parvenir à un règlement pacifique de ce conflit. Que signifiera l'arrêt du financement américain pour l'Ukraine? Alors, le financement américain pour l'Ukraine, il est déjà arrêté. Trump a expliqué depuis quelques mois déjà que les livraisons d'armes pourraient continuer, puisque c'est ça la vraie question, vers l'Ukraine, mais sous réserve d'être financées par l'Ukraine, donc avec des engagements en termes de territoire ou de dette ou ce que vous voulez, ou par les Européens qui ont mis en place des mécanismes pour acheter les armes que eux ne savent pas et ne peuvent pas produire dans un rythme suffisant dans les stocks américains du Pentagone, qui est ravi d'ailleurs de fournir à l'Ukraine des armes souvent obsolètes, et donc ils n'ont absolument pas l'intention d'avoir à terme le moindre usage si jamais ils étaient amenés eux-mêmes à utiliser directement en l'assumant des armes. Donc c'est une déclaration qui veut rien dire en fait. États-Unis en Alaska. Oui, bien sûr. Eh ben, c'est parti. Je mets le magnéto en route et on attaque. Ah, il veut pas. Voilà, ça y est. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que Trump veut stopper le financement américain du conflit en Ukraine et vouloir parvenir à un règlement pacifique de ce conflit. Que signifiera l'arrêt du financement américain pour l'Ukraine? Alors, le financement américain pour l'Ukraine, il est déjà arrêté. Trump a expliqué depuis quelques mois déjà que les livraisons d'armes pourraient continuer, puisque c'est ça la vraie question, vers l'Ukraine, mais sous réserve d'être financées par l'Ukraine, donc avec des engagements en termes de territoire ou de dette ou ce que vous voulez, ou par les Européens qui ont mis en place des mécanismes pour acheter les armes que eux ne savent pas et ne peuvent pas produire dans un rythme suffisant dans les stocks américains du Pentagone, qui est ravi d'ailleurs de fournir à l'Ukraine des armes souvent obsolètes, et donc ils n'ont absolument pas l'intention d'avoir à terme le moindre usage si jamais ils étaient amenés eux-mêmes à utiliser directement en l'assumant
des armes. Donc c'est une déclaration qui veut rien dire en fait. Tout est dans l'effet d'annonce et c'est véritablement inquiétant parce que les Américains disent ça pour l'Ukraine, ils disent ça pour Gaza. Ils sont en train de faire quelque chose d'absolument incroyable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puisqu'en fait c'est la suite du clouage du cercueil de l'Iran, puisque cet accord de paix, justement, puisqu'on parle d'accord de paix ou de direction vers la paix, en fait c'est quelque chose qui va entièrement encercler l'Iran. Donc derrière le vocabulaire, en fait, il y a sans arrêt l'inversion des intentions. Selon J.D. Vance, si les Européens veulent intervenir et acheter des armes aux producteurs américains, les États-Unis sont d'accord, mais Washington ne souhaite plus financer cette guerre. Est-ce que l'Europe a les capacités à assurer le financement de l'Ukraine au cas où Washington stoppe finalement son aide? Alors, d'une part, il y a tout le temps des exceptions à ces règles. C'est-à-dire qu'il suffira, comme ça s'est passé il y a quelques mois, que une bombe tue des civils ou autre chose, et immédiatement, en fait, l'opinion publique sera retournée par les médias, et les Américains déclareront que finalement, compte tenu de l'attitude très belliqueuse et assassine des Russes, ils vont continuer à fournir plus d'armes et y compris financer entre guillemets une aide à l'Ukraine. Il faut savoir qu'au Congrès et au Sénat américain, il y a une grande majorité, y compris parmi les républicains, qui veulent continuer à financer cette guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que cette guerre est très utile à une autre guerre qui a lieu en ce moment à Gaza, qui n'est pas une guerre d'ailleurs, qui est un génocide. C'est-à-dire qu'en fait, plus les gens regardent du côté de l'Ukraine, en ayant entre guillemets un monstre qui est la Russie à juger, moins en fait ils s'intéressent à ce qui est pour moi un assassinat de l'humanité qui a lieu en ce moment à Gaza. Donc cette guerre est très utile, d'une part pour affaiblir la Russie, pour empêcher la Russie de sortir, entre guillemets, uniquement du discours diplomatique envers l'attitude d'Israël, puisqu'aux Nations Unies, la Russie est un des pays les plus véhéments, entre guillemets, à l'encontre d'Israël, mais comme ils sont vraiment très accaparés, entre guillemets, par le front ukrainien, et également essayer de stabiliser au mieux et d'aider l'allié stratégique iranien, et sans perdre le contact avec la Chine, et puis maintenant l'Arménie qui change de complètement d'alliance. En fait, la situation c'est devenu un imbroglio pas possible, et faire confiance aujourd'hui aux déclarations des Américains, c'est une folie. Juste avant la guerre qui est appelée la guerre des 12 jours, je rappelle que les Américains étaient censés être en négociation avec les Iraniens, c'est ce qu'ils affirmaient à tout le monde, autant aux Chinois qu'aux Russes, et ça les a pas empêchés, quelques jours après, Trump de dire « Ah non, mais on était parfaitement d'accord avec le régime Netanyahou pour frapper Israël. » Donc ils mentent tout le temps, et continuer à les croire. Moi-même, j'ai cru. Moi-même, personnellement, je croyais que Trump était quelqu'un qui voulait la paix. Non, en fait, il est comme tous ses prédécesseurs, il parle de paix pour mieux poignarder dans le dos, et voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Les Américains, depuis que ce pays existe, ont toujours fait ça. Ils ont fait ça aux Indiens d'Amérique avec des traités qui n'étaient jamais respectés, au contraire, et qui faisaient qu'en fait, à chaque fois, ceux qui leur ont fait confiance ont été trahis. Ça a été le cas de l'Irak, qui a fait confiance aux Américains également pour attaquer l'Iran pendant la guerre meurtrière Iran-Irak. C'était nous qui fournissions les armes à l'Irak, et un peu plus tard, c'est l'Irak qui était censé être l'allié américain qui a été détruit. Alors que Bagdad, tout ça, c'était des villes magnifiques où il y avait des universités, où il y avait des hôpitaux, où il y avait tout ça a été saccagé, et exactement comme un certain nombre d'Américains l'avaient promis, l'Irak a été renvoyé à l'âge des cavernes. Et c'est ce qu'ils veulent pour l'Iran, c'est ce qui est le cas aujourd'hui à Gaza, et c'est leur rêve pour la Russie. Donald Trump, justement, avec Vladimir Poutine, se rencontreront en Alaska. C'est vraiment l'événement
de ces derniers jours. Pourquoi le président américain a choisi l'Alaska pour ces discussions? Alors je ne sais pas si c'est lui qui a choisi l'Alaska ou si c'est arrivé entre guillemets un peu comme une évidence entre les deux, parce que moi j'ai été pendant quelques années un des directeurs généraux du Stade de France. Je me suis occupé de l'organisation entre autres de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Un événement comme ça avec deux présidents dans une période aussi instable dans le monde. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, il y a eu une tentative d'assassinat contre Donald Trump et la balle, vraiment, il a échappé à quelques millimètres, entre guillemets, à mourir pendant une conférence. C'est extrêmement risqué. C'est-à-dire, où que vous alliez dans le monde, c'est dangereux. Alors, ils ont choisi l'Alaska parce que c'est relativement proche de la Russie, c'est relativement facile à sécuriser, entre guillemets, parce que les gens vont pas en Alaska facilement. Enfin, les Russes pourront avoir un certain nombre de moyens pour protéger, entre guillemets, Vladimir Poutine. Mais je voudrais pas être paranoïaque, mais c'est quand même quelque chose de vraiment risqué. C'est d'une part donner du crédit à la parole de Donald Trump, qui, comme je l'ai dit, a déçu tout le monde au fur et à mesure des mois. En outre, il n'a pas la main, puisque, comme vous l'avez dit dans vos premières questions, ils vont continuer à vendre des armes pour l'Ukraine si les Européens en ont les moyens. Donc, je ne sais pas vraiment ce que l'un comme l'autre se sont promis pour cet événement, mais moi, je regarde ça avec beaucoup de prudence. Je sais que Vladimir Poutine a énormément de personnes qui assurent sa sécurité, mais assurer sa sécurité aux États-Unis dans un environnement aussi belliqueux, alors qu'il y a encore quelques jours, un drone ukrainien frappait très profondément à l'intérieur du territoire russe, et que ils ont maintenant des missiles de tout type. Enfin, je sais pas ce qui va se passer d'ici le 15. Je voudrais pas être encore une fois un prophète de mauvais augure, mais je ne sens pas du tout, j'ai pas le même enthousiasme que les gens, parce que pour moi, Donald Trump, c'est la douche écossaise depuis le moment où il a prêté serment, puisque le génocide de Gaza a repris. La guerre en Ukraine ne s'est pas du tout calmée, au contraire. Et il lui a fallu 6 mois pour réaliser qu'en fait le seul interlocuteur avec qui il pouvait faire une paix, c'était avec Vladimir Poutine. Mais cette réunion, alors mieux vaut tard que jamais, elle aurait dû avoir lieu tout de suite, et pas 6 mois après, où l'Union européenne s'est complètement organisée, où Trump aujourd'hui est complètement lâché par une grande partie de ses soutiens, dont Elon Musk. Donc il est aujourd'hui uniquement entouré de personnes qui n'aiment pas la paix, qui veulent la guerre, et ceux qui veulent la paix sont éloignés complètement de Donald Trump. Donc moi, j'y crois pas du tout, et j'espère être surpris, mais je n'y crois pas du tout, et je suis même particulièrement inquiet. Et la date choisie, qui est le 15 août, c'est la fête de la Vierge Marie, donc c'est l'Assomption. Je pense que c'est parfaitement dans l'air du temps, entre guillemets. Ça me donne l'impression que c'est une belle date chrétienne, et en fait ça pourrait devenir un traumatisme, en fait, et j'aime pas ça. J'ai été trop habitué depuis plusieurs années à voir un génocide se dérouler en direct. Là, il vient d'y avoir 6 journalistes palestiniens tués à Gaza, et dans l'indifférence totale, hein. C'est-à-dire que les médias disent, mais est-ce que c'était vraiment des journalistes? Est-ce qu'on peut être palestinien et faire un travail de journalisme, etc. Enfin, on vit dans un monde complètement fou. Je suis désolé, je suis révolté. Donc quand on me dit de croire que les choses vont aller mieux, j'ai passé des années à croire que les choses allaient mieux, et en fait c'est de pire en pire.
Les dirigeants européens souhaitent discuter avec Trump avant sa rencontre avec Poutine. Selon Bloomberg, selon l'agence, une conversation téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN est prévue le 11 août. Quels sont en fait les objectifs des leaders européens avant cette réunion Poutine-Trump? En fait, ils vont faire en sorte que le communiqué de presse après la réunion montre à Poutine qu'il n'y a aucun espoir à aller rencontrer Donald Trump parce qu'il ne pourra aboutir à rien. Et ce qui va mettre Poutine dans la situation de dire finalement ça sert à rien que je vienne, je vais pas venir. Et donc il y aura toutes les personnes qui ont rêvé entre guillemets de la paix, qui vont être extrêmement déçues en disant finalement c'est Poutine qui veut pas la paix. Tout le monde voulait la paix, mais Poutine ne veut pas la paix. Et donc en fait c'est un piège terrible. Parce qu'en fait, plus les jours vont passer, plus Vladimir Poutine va voir en fait que c'est un piège, et moins il pourra s'en sortir sans être tombé dedans. Exactement ce qui s'est passé après les accords de Minsk. En fait, c'est sans cesse des pièges, je le mot entre guillemets diaboliques, qui sont mis sur le chemin de la Russie et sur le chemin de tous ceux qui veulent résister entre guillemets à ce que j'appelle l'empire du mensonge, pour les faire craquer et réussir finalement à avancer dans cet agenda terrible, puisque l'agenda, encore une fois, l'Arménie vient d'accepter de créer un corridor en fait qui va la séparer complètement de l'Iran. Donc pour l'Iran c'est une catastrophe, puisque les lignes routières entre l'Iran et la Russie sont coupées maintenant, parce que c'est pas par le Turkménistan et le Kazakhstan que l'Iran peut obtenir en fait tout ce qu'elle réussissait à obtenir par l'Arménie. Et donc l'Iran va souffrir encore plus qu'il souffrait, l'Arménie évidemment aussi, puisque c'était de gros revenus. Et pour la Russie, c'est après la Syrie un nouvel allié qui va souffrir. L'Iran a souffert après les 12 jours, mais là avec cet accord entre guillemets de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est en fait un accord d'assassinat d'Iran, on va avoir des prochains mois qui vont être vraiment éprouvants. Quelles sont les possibilités du président américain pour parvenir vraiment à un règlement pacifique du conflit en Ukraine? Il n'a aucune possibilité, il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on se rend compte, ce sont les juges qui décident. Même quand ils parlent de tarifs, souvent c'est invalidé ensuite par la justice. Et encore une fois, dans le cas présent, le Congrès et le Sénat américains sont favorables très largement à la guerre. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du fait que ils sont tous très liés à des financements avec les PAC, et que manifestement c'est le désir depuis très longtemps des PAC. Ça a été la même chose, on trouve les empreintes digitales sur ce qui s'est passé avec la Yougoslavie, ce qui s'est passé en Ukraine, maintenant ce qui se passe dans le conflit avec la Russie. C'est vraiment une guerre totalement hybride dans laquelle Donald Trump n'a aucun pouvoir. Son seul pouvoir, c'est de parler, de gesticuler, de réussir à créer de la confiance avec les gens qui l'écoutent, mais qui n'a pas du tout les moyens de ses ambitions. La situation depuis qu'il a pris le pouvoir aux États-Unis est catastrophique. Peut-être que les gens qui sont encore complètement fans de lui ignorent que quasiment chaque jour, la dette américaine augmente de plusieurs milliards de dollars. Chaque jour. C'est-à-dire que le plafond qui était à 33 000 milliards de dollars et à 37 000 milliards de dollars, le dollar se casse la gueule. Les pressions qui sont faites indirectement contre ceux qui continuent à commercer avec la Russie, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, ne portent pas de fruits. Pour l'instant, l'Inde et la Chine restent liés parce qu'il voit bien que l'Amérique est en train de s'écrouler sur elle-même. Trump, en fait, accélère cette cavalcade de la guerre, cette cavalcade de l'endettement complètement fou, et surtout, et ce qui est le plus terrible, en fait, c'est ce soutien total au génocide de Gaza. Et c'est vraiment, pour moi, le moment où, quand un président américain soutient aussi ouvertement
un génocide, eh bien, il n'y a plus d'espoir. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en lui, il n'y a plus d'humanité, en fait. Il est déconnecté de tout ce qui fait et devrait faire de lui un être humain. Il est une calculette, il est un négociateur, il est ce que vous voulez. Et donc, voilà, on a quelqu'un qui n'a aucun moyen, qui n'a aucune liberté, et quitte à citer le mot, il est manifestement tenu par des dossiers, dont peut-être le dossier Epstein, et tout ça est vraiment, et sans doute bien d'autres choses, et tout ça est vraiment malsain en fait. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des dossiers sur beaucoup d'autres personnes, et ça a un impact sur la politique mondiale qui est désastreux en fait. Je termine par une dernière question. Les pays européens ne sont pas satisfaits de l'organisation de ces pourparlers et exigent d'être présents. Emmanuel Macron, lui, a déclaré que l'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens. Comment Donald Trump peut contraindre les pays européens d'accepter une paix selon ses conditions? Mais ils ne font pas. C'est-à-dire qu'en fait, il peut menacer de sanctions, de tarifs, de tout ce qu'il veut. De toute façon, l'Europe, depuis 2022, a décidé de se suicider. L'Europe, depuis 2023, a décidé de suicider l'âme des peuples en étant entièrement suivi du génocide. Donc c'était les sanctions contre la Russie, l'accompagnement et l'assistance du génocide de Gaza. Donc il n'y a plus d'Europe en fait. C'est un ensemble de pays qui est dirigé par des psychopathes. Ils iront jusqu'au bout. Et comme aux États-Unis, encore une fois, la plupart des sénateurs et des congressmen sont favorables à la guerre, de toute façon, Trump sera complètement isolé. Donc là, en ce moment, il essaye de dire que le Russiagate, Obama, etc. Sauf que, en fait, lui-même est dans une situation compliquée, puisqu'il voudrait expliquer qu'en fait, il a réussi en rencontrant Vladimir Poutine quelques minutes ou quelques heures à se mettre d'accord sur la paix, et qui va être immédiatement utilisé par tout le monde en disant, on vous l'avait dit, depuis le début, il est un instrument de la Russie. Donc de toute façon, c'est un piège qui est terrible, qui est malheureusement inextricable. Je pense d'une certaine manière que Vladimir Poutine a entrouvert cette porte en se disant Trump s'est mis lui-même dans son propre piège en donnant un délai de 10 jours aux Russes pour faire la paix avec les Ukrainiens, ce qui est complètement délirant. Sinon, il y aurait des sanctions. Comme il a vu que les sanctions, ça risque de pas marcher, qu'il va pas envoyer des bombes sur la Russie parce que sinon, la Russie réagira. Il se crée une situation inextricable dont Vladimir Poutine essaie de le sortir, mais dans laquelle, de toute façon, tous les jours, les ventes avec les déclarations que vous avez faites en disant que les Américains continueront à vendre, etc., et bien tous ces gens empoisonnent toute possibilité d'accalmie. Et je pense que les personnes qui sont autour de Vladimir Poutine en ont conscience. On n'est pas dans un théâtre où subitement ils vont se mettre d'accord, même si les clauses sont bonnes. Si tous les pays européens disent non, je sais que beaucoup d'auditeurs se disent mais ils peuvent rien face à Trump. Mais le problème c'est que Trump, il avait dit qu'il allait renvoyer les migrants, puis finalement il trouve que les esclaves c'est pas mal, donc il renvoie personne. Et tout est comme ça en fait. C'est que des lesbos, c'est des phrases en l'air. Et puis finalement, quand le portefeuille arrive, ou quand les gens qui ont le dossier sifflent la fin de la récréation, eh bien il fait l'inverse de ce qu'il avait promis. Il y a eu la guerre en Iran, il y a eu des bombardements sur des installations nucléaires civiles, etc. Il y a eu des centaines d'assassinats de responsables du Hezbollah, de responsables iraniens par Israël, mais sans que personne ne dise rien. Des centaines de journalistes qui sont tués. Donc non, je veux plus écouter, entre guillemets, tous ces contes de fées et ces meetings qui sont censés changer la face du monde, parce que ça n'arrive pas, et je dis aux gens qui vont écouter ça, préparez-vous à être extrêmement déçus, parce que c'est un immense piège. Merci Bertrand pour tes réponses, et puis comme d'habitude, quand de notre côté c'est en ligne, je t'envoie le tout. Et
Monsieur Scheuer, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que Trump veut stopper le financement américain du conflit en Ukraine et vouloir parvenir à un règlement pacifique de celui-ci. Qu'est-ce qui signifiera l'arrêt du financement américain pour l'Ukraine? Alors, le financement américain pour l'Ukraine, il est déjà arrêté. Trump a expliqué depuis quelques mois déjà que les livraisons d'armes pourraient continuer, puisque c'est ça la vraie question, vers l'Ukraine, mais sous réserve d'être financées par l'Ukraine, donc avec des engagements en termes de territoire ou de dette ou ce que vous voulez, ou par les Européens qui ont mis en place des mécanismes pour acheter les armes qu'eux ne savent pas et ne peuvent pas produire dans un rythme suffisant dans les stocks américains du Pentagone, qui est ravi d'ailleurs de fournir à l'Ukraine des armes souvent obsolètes, et donc ils n'ont absolument pas l'intention d'avoir à terme le moindre usage si jamais ils étaient amenés eux-mêmes à utiliser directement en assumant des armes. Donc c'est une déclaration qui ne veut rien dire en fait. C'est tout est dans l'effet d'annonce et c'est véritablement inquiétant parce que les Américains disent ça pour l'Ukraine, ils disent ça pour Gaza. Ils sont en train de faire quelque chose d'absolument incroyable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puisqu'en fait c'est la suite du clouage du cercueil de l'Iran, puisque cet accord de paix justement, puisqu'on parle d'accord de paix ou de direction de la paix, en fait c'est quelque chose qui va entièrement encercler l'Iran. Donc derrière le vocabulaire en fait il y a sans arrêt l'inversion des intentions. Et pour vous, monsieur Braillard, qu'est-ce que signifiera l'arrêt du financement américain pour l'Ukraine? Déjà on sait que c'est le principal financier du conflit, du côté de l'OTAN, parce que qui participe le plus au financement de l'armée ukrainienne et de l'Ukraine en général. Donc il est très très loin. Donc évidemment dans cette volonté, cette déclaration du président Trump, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et apparemment pour l'Europe. Et en tout cas ça mettra fin probablement à la guerre, parce qu'évidemment ils sont vraiment très très loin devant dans le financement, devant tous les autres pays, devant l'Union européenne, devant tous les Européens réunis très très largement. Monsieur Braillard, selon J.D. Vance, si les Européens veulent intervenir et acheter des armes aux producteurs américains, les États-Unis sont d'accord, mais Washington ne financera plus cette guerre. Est-ce que l'Europe a des capacités à assurer le financement de l'Ukraine au cas où Washington stoppe finalement son aide? Eh bien, elle a l'air de vouloir le faire. En tout cas, c'est les déclarations de tous les grands représentants de l'Union européenne. Même Kallas, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dimanche, a dit qu'il avait l'intention de continuer. On a eu aussi Donald Tusk, etc. Enfin, tous ont déclaré qu'ils voulaient continuer ce financement. Cependant, il y a des doutes sur leur capacité. On sait que les économies sont en lambeaux, qu'ils ont de très graves difficultés, des dettes absolument colossales. C'est le cas par exemple de la France, c'est connu, ou même de l'Italie. Ils auront beaucoup de mal. Cependant, ils peuvent évidemment pendant quelques temps peut-être compenser le départ américain, mais ça n'ira pas très loin de mon avis personnel. Monsieur Scheuer, qu'en pensez-vous? Alors, donc d'une part, il y a tout le temps des exceptions à ces règles. Et il suffira, comme ça s'est passé il y a quelques mois, qu'une bombe tue des civils ou autre chose, et immédiatement, en fait, l'opinion publique sera retournée par les médias, et les Américains déclarant que finalement, compte tenu de l'attitude très belliqueuse et assassine des Russes, ils vont continuer à fournir plus d'armes et y compris financer entre guillemets une nouvelle Ukraine. Il faut savoir qu'au Congrès et au Sénat américain, il y a une grande majorité, y compris parmi les républicains, qui veulent continuer à financer cette guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que cette guerre est très utile à une autre guerre qui a lieu en ce moment à Gaza, qui n'est pas une guerre d'ailleurs, qui est un génocide. C'est-à-dire qu'en fait, plus les gens regardent du côté de l'Ukraine, en ayant entre guillemets un monstre qui est la Russie à juger, moins en fait ils s'intéressent à ce qui est pour moi un assassinat de l'humanité qui a lieu en ce moment à Gaza. Donc cette guerre est très utile, d'une part pour affaiblir la Russie, pour empêcher la Russie de sortir entre guillemets uniquement du discours diplomatique envers l'attitude d'Israël, puisque aux Nations Unies, la Russie est un des pays les plus véhéments entre guillemets à l'encontre d'Israël, mais comme ils sont vraiment très accaparés entre guillemets par le front ukrainien, et également essayer de stabiliser au mieux et d'aider l'allié stratégique iranien, et sans perdre le contact avec la Chine et maintenant l'Arménie qui change complètement d'alliance. Monsieur Scheuer, Donald Trump et Vladimir Poutine, on le sait, se rencontreront en Alaska. Pourquoi le président américain a choisi l'Alaska pour ces discussions? Alors je ne sais pas si c'est lui qui a choisi l'Alaska ou si c'est arrivé entre guillemets un peu comme une évidence entre les deux, parce que moi j'ai été pendant quelques années un des directeurs généraux du Stade de France. Je me suis occupé de l'organisation de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Un événement comme ça avec deux présidents dans une période aussi instable dans le monde. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois il y a eu une tentative d'assassinat contre Donald Trump et la balle vraiment il a échappé à quelques millimètres entre guillemets à mourir pendant une conférence. C'est extrêmement risqué, c'est-à-dire où que vous alliez dans le monde, c'est dangereux. Alors ils ont choisi l'Alaska parce que c'est relativement proche de la Russie, c'est relativement facile à sécuriser entre guillemets, parce que les gens vont pas en Alaska facilement, enfin les Russes pourront avoir un certain nombre de moyens pour protéger entre guillemets Vladimir Poutine. Mais je voudrais pas être paranoïaque, mais c'est quand même quelque chose de vraiment risqué. Donc je sais pas vraiment ce que l'un comme l'autre se sont promis pour cet événement, mais moi je regarde ça avec beaucoup de prudence. Je sais que Vladimir Poutine a énormément de personnes qui assurent sa sécurité, mais assurer sa sécurité aux États-Unis dans un environnement aussi belliqueux, alors qu'il y a encore quelques jours un drone ukrainien frappé très profondément à l'intérieur du territoire russe et que ils ont maintenant des missiles de tout type. Enfin je sais pas ce qui va se passer d'ici le 15. Je ne voudrais pas être encore une fois un prophète de mauvais augure, mais je ne sens pas du tout. Et selon vous, M. Braillard, pourquoi c'est l'Alaska qui a été choisi pour ces discussions? Je pense que c'est presque un peu un territoire neutre. L'Alaska en plus c'est assez marrant parce que c'était territoire russe, on le sait. Je pense aussi que c'était une proximité parce que voilà, on est à mi-chemin quelque part. Pour les Russes c'est évidemment proche, très proche. Vladivostok n'est pas si loin, par le détroit de Bering. Et pour les Américains bien sûr c'est facile. Je pense que voilà c'est un territoire qui a été choisi peut-être de manière symbolique, mais en tout cas pratique pour les deux parties. Monsieur Braillard, les dirigeants européens se disputent avec Trump avant sa rencontre avec Poutine. Selon Bloomberg, selon l'agence, une conversation téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN est prévue ce 11 août. Quels sont les objectifs des leaders européens avant cette réunion Poutine-Trump? Il y a une grande panique parce qu'évidemment ils ne sont pas invités à cette rencontre, donc ils sont écartés. Là évidemment les deux grandes puissances qui sont l'une en face de l'autre et qui n'ont pas l'intention évidemment voilà, d'inviter les Européens. Je pense qu'il y a une certaine humiliation, les Européens s'inquiètent, on sent la panique vraiment réelle. Et je pense qu'ils voudraient tenter peut-être de peser, d'imposer quelques idées, voilà. Surtout on les entend beaucoup parler du fait qu'ils ne seront pas d'accord avec la cession entre guillemets de territoires ukrainiens qui de toute façon ne sont plus ukrainiens depuis longtemps. La Crimée a voté son rattachement à la Russie en mars 2014, le Donbass a fait ses référendums de séparation et les 4 régions de Kherson, Lugansk, Zaporijie et Donetsk ont voté comme vous le savez en septembre 2022 leur rattachement également. Mais ils ont l'air de s'accrocher à cette idée. Et je pense qu'ils veulent tenter désespérément voilà, de pouvoir peser cette rencontre, mais je pense qu'ils n'ont de toute façon pas les moyens. Et selon vous, M. Scheuer, quels sont les objectifs des leaders européens avant la réunion Poutine-Trump? En fait, ils vont faire en sorte que le
communiqué de presse après la réunion montre à Poutine qu'il n'y a aucun espoir à aller rencontrer Donald Trump parce qu'il ne pourra aboutir à rien et qu'il va mettre Poutine dans la situation de dire finalement ça sert à rien que je vienne, je vais pas venir. Et donc il y aura toutes les personnes qui ont rêvé entre guillemets de la paix qui vont être extrêmement déçues en disant finalement c'est Poutine qui veut pas la paix, tout le monde voulait la paix mais Poutine ne veut pas la paix. Et donc en fait c'est un piège terrible parce qu'en fait plus les jours vont passer, plus Vladimir Poutine va voir en fait que c'est un piège et moins il pourra s'en sortir sans être tombé dedans. Exactement ce qui s'est passé après les accords de Minsk. En fait, c'est sans cesse des pièges, joliment entre guillemets diaboliques, qui sont mis sur le chemin de la Russie et sur le chemin de tous ceux qui veulent résister entre guillemets à ce que j'appelle l'empire du mensonge pour les faire craquer et réussir finalement à avancer dans cet agenda terrible. Puisque l'agenda, encore une fois, l'armée russe vient d'accepter de créer un corridor en fait qui va la séparer complètement de l'Iran. Donc pour l'Iran c'est une catastrophe puisque les lignes routières entre l'Iran et la Russie sont coupées maintenant parce que c'est pas par le Turkménistan et le Kazakhstan que l'Iran peut obtenir en fait tout ce qu'elle réussit à obtenir par l'Arménie. Et donc l'Iran va souffrir encore plus qu'il souffrait. L'Arménie évidemment aussi qui s'est fait de gros revenus et pour la Russie c'est après la Syrie un nouvel allié qui va souffrir. L'Iran a souffert après les 12 jours, mais là avec cet accord entre guillemets de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est en fait un accord d'assassinat d'Iran, on va avoir des prochains mois qui vont être vraiment éprouvants. Monsieur Maillard, quels sont selon vous les moyens à disposition du président américain pour parvenir à un règlement pacifique du conflit en Ukraine? Alors moi c'est un petit peu une interrogation, je ne sais pas avec quels sont, c'est un peu secret parce que nous c'est vraiment ce que les Américains vont proposer. On connaît la position russe par contre qui est très claire. Le président Poutine et M. Lavrov ont vraiment déclaré fermement que les 4 régions étaient avec la Crimée bien sûr et c'est dans la constitution russe, donc ici il n'y aura rien de négociable. Alors ça peut se trouver ailleurs, qu'est-ce que les Américains proposeront, qu'est-ce que Trump proposera, alors ça c'est un peu vraiment l'inconnu. Monsieur Maillard, les pays européens ne sont pas satisfaits de l'organisation de ces pourparlers et exigent d'être présents. Emmanuel Macron a notamment déclaré que l'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens. Comment Donald Trump peut contraindre les pays européens d'accepter une paix selon ses conditions? C'est assez simple, on a finalement répondu à cette question dans la première, c'est-à-dire que les Américains étaient et sont le principal financier et de vraiment très très loin. Donc ici, évidemment, ils seront au pied du mur et je ne pense pas qu'ensuite derrière, quand les accords seront signés, quand la négociation aura lieu, on en saura la teneur et je ne pense pas que les Européens auront les moyens, bien sûr, de dire non aux États-Unis, à mon avis pas l'unité. D'ailleurs, on sait qu'en Union européenne, il y a des tensions, même si bien sûr Donald Tusk a fait la même déclaration que Macron, on sait qu'il y a des voix qui sont dissonantes en Union européenne, dont les Hongrois bien sûr ou la Slovaquie, mais il y a d'autres pays qu'on n'entend pas beaucoup. Voilà, mais je ne pense pas que les Américains décideront et ensuite les Européens n'auront plus que accepter ou du moins peut-être poursuivre ce financement eux-mêmes, mais avec des conditions, enfin avec des conséquences qui sont dramatiques. Je pense aussi que c'est peut-être une petite manœuvre de retrait des États-Unis assez intelligente et ensuite les Européens, ma foi, s'ils veulent subir une défaite et une humiliation plus grande, ça sera un peu de leur Monsieur Solaire, qu'en pensez-vous? Mais ils ne font pas, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent menacer de sanctions, de hausse de tarifs, de tout ce qu'ils veulent. De toute façon, l'Europe, depuis 2022, a décidé de se suicider. L'Europe, depuis 2023, a décidé de suicider l'âme des peuples en étant entièrement suivie du génocide. Donc, c'était les sanctions contre la Russie, l'accompagnement et l'assistance du génocide de Gaza. Donc, il n'y a plus d'Europe, en fait. C'est un ensemble de pays qui est dirigé par des psychopathes. Ils iront jusqu'au bout. Et comme aux États-Unis, encore une fois, la plupart des sénateurs et des congressmen sont favorables à la guerre, de toute façon, Trump sera complètement isolé. Donc là, en ce moment, il essaye de dire que le Russiagate, Obama, etc. Sauf que, en fait, lui-même est dans une situation compliquée, puisqu'il voudrait expliquer qu'en fait, il a réussi en rencontrant Vladimir Poutine quelques minutes ou quelques heures à se mettre d'accord sur la paix, et qui va être immédiatement utilisé par tout le monde en disant, on vous l'avait dit, depuis le début, il est un instrument de la Russie. Donc de toute façon, c'est un piège qui est terrible, et qui est malheureusement inexplicable. Je pense d'une certaine manière que Vladimir Poutine a entrouvert cette porte en se disant, Trump s'est mis lui-même dans son propre piège en donnant un délai de 10 jours. Aux Russes pour faire la paix avec les Ukrainiens, ce qui est complètement délirant. Sinon, il y aurait des sanctions. Comme il a vu que les sanctions, ça risque de pas marcher, qu'il va pas envoyer des bombes sur la Russie parce que sinon, la Russie réagira. Il se crée une situation inexplicable dont Vladimir Poutine essaie de sortir. Mais dans laquelle, de toute façon, tous les jours, les ventes avec les déclarations que vous avez faites en disant que les Américains continueront à vendre, etc. Et bien tous ces gens empoisonnent toute possibilité d'accueil. Et je pense que les personnes qui sont autour de Vladimir Poutine en ont conscience. On n'est pas dans un théâtre où subitement ils vont se mettre d'accord, même si les clauses sont bonnes. Si tous les pays européens disent non, je sais que beaucoup d'auditeurs se disent mais ils peuvent rien faire à Trump. C'était Bertrand Scholler, analyste français, et Laurent Braillard, journaliste français dans le Donbass pour Sputnik Afrique. Ils nous ont partagé leurs analyses de la prochaine